Le prix Pulitzer décerné à un journaliste web. Les blogueurs méritent-ils la carte de presse? C'est quoi la punk attitude dans le journalisme? Qui fabrique, qui diffuse, qui contrôle l'information sur le web? On en parle tout de suite, c'est Media Junkie. Alors, pour parler de qui fabrique l'information sur le web, trois invités autour de la table. Johan Hufnagel, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé Libération.fr, vous avez dirigé 20minutes.fr et fondé Slate.fr. Donc, vous êtes ici avec la casquette du représentant média. Emery Doligé, le représentant des blogueurs. Voilà. Et oui, grosse responsabilité. emery.blog.com. Et puis, à côté, David Lacomblède, le représentant des portails, le directeur des programmes et des contenus d'Orange.fr, de l'antenne et des programmes d'Orange.fr. On commence tout de suite avec Emery. Pourquoi est-ce qu'un blogueur, finalement, se met à bloguer? C'est-à-dire, pourquoi veut-il produire de l'info? D'abord, un blogueur, ce n'est pas un métier. Ça, c'est le premier point. Le second point, il publie ce qu'il veut sur son blog, mais vraiment ce qu'il veut. Alors après, qu'on considère que c'est de l'info ou pas, c'est aux autres d'en décider et de le relayer ou pas. Donc le blogueur, par définition, est quelqu'un qui a un média libre, sans contrainte. Est-ce qu'il y a une différence, comment est-ce qu'on met la frontière, Johan, entre le blog et puis le média plus institutionnel? C'est compliqué parce qu'en plus, il y a des journalistes qui bloguent et des blogueurs qui font du journalisme. Je crois qu'on est maintenant dans un univers très flou, très gazeux, très liquide, comme disent certains, où on s'appuie les uns sur les autres. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans ce métier qui est en mutation. Ça tourne en rond, en fait, hein. Non, c'est pas que ça tourne en rond, c'est que ça circule. C'est vrai, c'est pas forcément en rond, ça se renvoie. Les blogueurs adorent taper sur les journalistes quand ils déconnent ou faire des liens vers les papiers de journalistes quand ils font des bons papiers. Et puis les journalistes détestent les blogueurs ou s'appuient sur eux, à la fois pour valider des infos, trouver les informations pertinentes, un nouveau regard et aussi une source d'inspiration. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup fasciné ces dernières années, c'est que les journalistes traditionnels n'avaient pas vraiment inventé une façon de faire de l'info sur le web et qu'on s'est beaucoup inspiré des blogueurs. Et alors au-dessus, on a les portails, finalement, qui agrègent tout ce mouvement, enfin en tout cas chez Orange.fr, plusieurs sources médias. Oui, on a la chance d'avoir un beau bassin d'audience, c'est 5 millions de visiteurs uniques par jour sur Orange.fr. Et effectivement, on a besoin d'informations parce qu'elle est très demandée par nos visiteurs. Et pour cela, on se fait accompagner de médias classiques. Des médias exclusivement, pas de blogueurs par exemple. De médias classiques, et on laisse la part aux blogueurs de réagir, d'interagir entre eux. Et après tout, c'est un peu la démocratie que de réagir à des articles de presse. Mais alors c'est aussi un métier finalement éditorial, parce que même si vous ne produisez pas d'informations, vous devez avoir une ligne finalement en agrégeant des sources et finalement offrir un produit éditorialisé à vos lecteurs. À vos Internet, c'est la liberté, c'est du lien, c'est de l'intelligence finalement. Et effectivement, moi je suis dans mon exercice quand j'arrive à mettre Slate en face de Mediapart, Jean-Marie Colombani en face d'Edoui Plenel, et on a deux points de vue très différents. Et à moins d'avoir un don d'ubiquité ou deux ordinateurs, vaut mieux venir finalement sur Orange.fr pour consulter et lire les deux. Mais comment se retrouve l'internaute au final? Parce que les sources sont innombrables. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, c'est une information? Déjà, j'avais envie de dire, l'information traditionnelle avait du plomb dans l'aile, n'était pas toujours très crue par nos concitoyens. Maintenant, c'est très difficile de savoir ce qui est une information de ce qui n'en est pas. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les lecteurs sont plus malins qu'on veut bien le croire, mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils manifestement ne trouvent plus vraiment leur offre dans la presse quotidienne papier ou la presse magazine. Les chiffres sont au mieux un peu plats, au pire déclinants. En revanche, les sites d'information au sens large, quand je dis sites d'information, c'est y compris les portails et les blogs les plus influents, ont des lecteurs en nombre croissant, et que j'ai l'impression, bon, c'est un sentiment, que les lecteurs commencent à faire leur marché dans la qualité. Et tiens, voilà, je sais que telle ou telle personne va avoir accès à la bonne information sur tel site ou sur. Est-ce qu'il n'y a pas une notion temporelle aussi? C'est-à-dire que l'info va être plus rapidement sur les blogs ou sur le Twitter, ensuite sur les médias, et puis arriver sur les portails? Oui, il y a effectivement l'effet de l'info temporelle.
il y a une immédiateté sur Twitter, donc on réagit très vite, il y a une volonté d'avoir la paternité de l'information donc le journaliste va lâcher un ou deux informations avant que ça se transforme sur le média, voire va se servir de Twitter pour renvoyer sur son propre média. Donc il y a effectivement la problématique de l'immédiateté de la création de l'information. Ensuite, progressivement, c'est la chaîne classique, le blog va le reprendre ou pas, le média d'information va le reprendre ou pas, pour finir finalement sur le portail qui va faire la synthèse de tout. En gros, le portail devient le 20h. Ça va un peu C'est le au-delà, 20h. si tu C'est le pour ça permets, d'ailleurs que aussi, ça s'appelle directeur des programmes et de l'antenne. Oui, parce qu'on a 20 C'est Étienne programmes Moujotte, en fait, et on fait du l'animation. web. Merci, je le prends pour un compliment. Mais je oui, suis c'en certain. est un. On est dans un cercle quasi schizophrénique de l'information. Parce que si avec l'Internet, finalement, ça irait. Mais il y a malgré tout la presse traditionnelle, les quotidiens, la télé, et qui se renvoient sans arrêt. Et on voit bien que des personnes qui ont déjà écouté une radio, lu un quotidien, arrivent sur Internet pour voir s'il n'y a pas un événement majeur qui est intervenu depuis. Malgré tout, il reste une vraie caution de la marque, des journaux. Ton premier tweet ce matin, c'était quand même pour mettre en avant la une d'un magazine. Certes, tu es en une de ce magazine, je le comprends, mais malgré tout, voilà, ça reste une force parce que derrière, il y a une marque. Ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que, Johan, tu nous as parlé d'un exemple, c'est une information vue sur un forum qui, pour toi, qui était une information avérée, n'était pas une information tant qu'elle n'était pas vue dans un autre contexte. Parce qu'on sait, le contexte est important, l'écrin, finalement. Je pense que le métier maintenant des journalistes, c'est effectivement ça, Thomas, c'est la contextualisation. C'est un bout de tweet. Finalement, ça ne vaut pas grand-chose tant que d'autres personnes, pas forcément des journalistes, ne l'ont pas contextualisé, expliqué, disséqué. Et on l'a vu effectivement avec cette histoire de trouver une information sur un forum. On n'y prête pas attention jusqu'à ce qu'on ait la validation par ailleurs. Un bout de tweet, c'est aussi une information, parce que si ce fameux tweet est ce qu'on appelle retweeté, c'est-à-dire réenvoyé par d'autres, subitement, la boule de neige commence à prendre. Donc, mais le tweet tout seul, non, mais le tweet retweeté commence déjà à avoir un début d'information. Si l'effet boule de neige prend à ce moment-là, subitement, il va y avoir un journaliste de Slate, par exemple, qui va reprendre cette information et voir s'il n'y a pas une vraie information derrière. Donc le premier effet de boule de neige, on peut le trouver là aussi. A priori, le tweet, en tout cas, moi, ceux que je suis le plus, sont ceux qui renvoient, ce sont ceux qui diffusent de l'information. 140 signes, dont un lien qui renvoie vers un magazine, une photo, et là, effectivement, c'est ça qu'on peut commencer à qualifier cette information. David, comment est-ce qu'on se situe dans cette chronologie et dans cette validation de l'information? Est-ce que, en clair, tu te sens aussi responsable finalement de ce qui est publié sur orange.fr? Bien évidemment, et on y veille tout particulièrement, en particulier les forums qu'on modère a priori. Ensuite, c'est un gros boulot, ça. Bien sûr, et on confie à nos partenaires le soin de faire la hiérarchie de l'information. On a une chaîne d'actualité qui est éditée par l'AFP et qui en écrit les textes et qui hiérarchise l'information. Nous, ce n'est pas notre métier, je n'ai pas de journaliste dans les équipes que de faire ce travail. Et donc, on préfère le confier à des professionnels. C'est le métier de caisse de résonance, c'est-à-dire que vous apportez finalement la puissance. On parlait du 20h, mais ça peut être un peu comparé à ça? Oui, bien sûr, on apporte la puissance et le fait qu'on a des personnes qui viennent plusieurs fois par jour, qui ont besoin d'être informées malgré tout en un temps très court et qui savent qu'à un moment donné, il y aura ce résumé de l'actualité. Et c'est la fin de la parenthèse, la fin de l'histoire, c'est-à-dire quand l'information finalement arrive sur un portail, on peut dire que voilà, elle a fini son cycle de vie? J'irai un peu au-delà. Oui. On a beaucoup de faits d'actualité depuis cet automne dont la gestation a eu lieu dans des blogs, dans des Twitter, qui a été mûri, vérifié par des médias classiques, qui s'est retrouvé à un moment sur une caisse de résonance et dont on a bien vu que la parenthèse pour clore véritablement cet événement était le 20h du journal de TF1 ou de France 2. Ce qui est assez amusant puisqu'il y a 20 ans, en réalité, le journal de 20h était l'amorce et le vrai point de départ de toute stratégie de communication. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ce qui est intéressant, juste pour poursuivre ce que dit David, c'est qu'une fois qu'on arrive aux 20h, la boucle se refait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est donc sorti effectivement du média classique, du média Internet. Il y a un deuxième cercle. Et il y a un deuxième cercle qui se fait parce qu'il y a la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, on la retrouve sur le net. Et justement, parce que ça, c'est quelque chose que recherchent les internautes blogueurs, notamment, j'ai le sentiment, la consécration d'un média estampillé traditionnel. Oui. Passer dans un média classique, finalement, c'est un peu le Graal. Warhol disait qu'on a tous un moment dans notre vie, notre foutu quart d'heure qui permet de
justement d'être la star, etc. Le blogueur, au tout début, je vous parle de ça il y a 5 ans, effectivement, voulait sortir de son média. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, ça devient intéressant de sortir de son média parce qu'un papier nous fait une photo, parce qu'on parle dans la télé, parce qu'on parle à la radio, etc. Aujourd'hui, il y a une autre notion qui rentre dans ce ligne de compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 6 millions de blogueurs. Donc 6 millions de blogueurs qui fabriquent tous les jours de l'information, des contenus, etc. etc. Du contenu, parfois de l'information. Et donc, leur information. Et donc la question qui se pose, c'est sortir de ce média est beaucoup plus dur parce qu'ils sont 6 millions. Donc ceux qui arrivent à sortir de ce média-là deviennent véritablement les influenceurs, etc. etc. Donc pour revenir sur la question de comment est-ce qu'on fabrique l'information sort du média à partir du moment où la personne peut sortir du média aussi. Et alors pour finir, Johan, on a l'impression que finalement les journalistes traditionnels, les médias, même s'ils sont pure players online, sont un petit peu grignotés par en dessous par les blogueurs, même s'ils s'en nourrissent, et chapeautés au-dessus par les portails. Et c'est très difficile finalement d'être dans ce tiramisu. Non, mais je crois que tout le monde est dans une espèce de machine à laver d'informations. Tout circule, c'est un nouvel écosystème, il faut prendre ça en compte. On a la concurrence, entre guillemets, la concurrence des blogs. Non, on se nourrit beaucoup de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils disent sur nous aussi. C'est intéressant d'avoir ce rapport avec son audience. Tiens, telle personne a dit qu'on avait écrit une bêtise sur un papier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce point de vue, d'avoir ce retour en permanence du lecteur est un truc extrêmement important. Et puis ensuite, d'avoir des relations avec les portails sont aussi des choses évidemment importantes. Dernière question, Emery, la punk attitude, on l'a mentionné. C'est quoi la punk attitude dans le journalisme, dans l'info? C'est être À capable. part d'avoir la coupe de David. Non, mais les mêmes choses, c'est que moi j'adore. Et d'ailleurs, je suis jaloux. T'as mis du gel ce matin? Et donc, non, la punk attitude, pour être sérieux, parce qu'on va juste 2 secondes par rapport au lancement, la punk attitude, c'est juste la possibilité que devraient se donner les journalistes aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont, de pouvoir glisser un petit peu et d'aller chercher un petit peu plus loin les gens qu'ils ont en face d'eux. L'exemple, c'est Mélenchon. Ça se fait beaucoup en Angleterre. Et là, en France, ça pourrait commencer à se faire un peu plus. Et l'exemple de Mélenchon est parlant parce que c'est un journaliste qui est allé jusqu'au bout. Il s'est même fait insulter. Mais de là sort un vrai débat sur la pensée unique du journalisme en règle générale et sur son traitement de l'information. Donc c'est ça le rôle du journaliste, c'est se faire insulter finalement. Il y a une vraie question derrière. On a ces galons de journalistes quand on se fait insulter par un homme politique, un chef d'entreprise ou l'autre. Non, je pense pas. Je pense que les hommes politiques insultent les journalistes. Ça fait partie presque du métier. C'est pas. Ça se voit peu souvent quand même. Ça se voit assez peu souvent. Oui. Parce que là, c'était. Il y a même des internautes qui s'insultent entre eux. Oui. Et ça, sur Orange, on le diffuse quand il y a un dérapage comme ça, quand on glisse un peu? On diffuse tout ce qui est une information vérifiée qui contribue au débat et qui permet à nos internautes effectivement de réagir et de débattre entre eux. Merci à tous les 3 pour ces réactions et ces débats entre nous. Et puis, vous pouvez prolonger ça sur le web. À la semaine prochaine.